18h à Kinshasa, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver sur Télé 50 pour votre magazine Vespéral Kinshasa Direct qui aborde des questions d'actualité, d'information, de culture générale et bien d'autres. Pour ce numéro en particulier, nous allons aborder des questions de sécurité et de politique. Nous aurons deux invités. D'abord, M. l'abbé Baala, qui est un expert en règlement des conflits, notamment avec qui nous allons aborder la question des Wazalendo, leur avancée, s'il faudrait pérenniser cela, mais surtout comment, avec quel encadrement. Nous allons également recevoir M. Denis Njoku. Il est communicateur du parti CNC, cher à Pius Mwabilou, que l'on appelle affectueusement autorité, pas autorité morale, autorité majeure. Voilà. Avec lui, on va parler de la situation, de la préparation de cette formation politique aux élections. Ce sera tout de suite, mesdames et messieurs, donc ne nous quittez pas. Et bien avant, comme à Télé 50, la priorité, c'est d'abord les informations. Nous allons passer la parole à Moïse Chamala, qui est de l'autre côté du plateau, pour présenter les grandes lignes de l'actualité de 19h, une édition présentée par Gloria Mbouya. Bonsoir et bienvenue Moïse Chamala. Bonsoir Christopher Ochokou, merci et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Naufrage du HB Mapamboli en Mbandaka sur les fleuves Congo après l'annonce des mesures prises par les gouvernements congolais. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, est venu au secours des rescapés avec des vivres et non-vivres. Et puis les négociations de la dernière chance auprès des Peter Kazadi ce mardi entre Gentini Ngobila et Godempoy. Rien ne semble aller depuis quelques mois entre respectivement les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa et les présidents de son assemblée provinciale. L'un comme l'autre ont été victimes la semaine dernière de manœuvres d'éviction qui n'a pas abouti. Depuis quelques heures, ils échangent en face à face devant Peter Kazadi qui les a convoqués d'urgence ce mardi. Et bien à l'international, le président russe Vladimir Poutine a effectué son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis la guerre de la Russie contre l'OTAN en février 2022. Il est arrivé ce mardi 17 octobre à Pékin pour rencontrer demain son homologue chinois Xi Jinping. La Chine accueille jusqu'à ce mercredi les représentants des 130 pays pour le forum des nouvelles routes de la soie, un événement diplomatique majeur qui devrait contribuer à renforcer sa stature internationale. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Christopher Ochokou. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Tel qu'annoncé par Moïse Chamala, nous allons démarrer ce Kinshasa Direct avec notre tout premier dossier de ce soir, Rutshuru et Masisi, comment pérenniser l'avancée des Wazalendo avec... Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'ai annoncé il y a à peine quelques minutes, avec M. l'abbé Baala. Il n'est pas qu'expert en règlement de conflits, il est également professeur ordinaire. Il a tenu à insister là-dessus. Vous devez comprendre pourquoi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours d'être professeur ordinaire. Il est très élégant ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de nous retrouver encore une fois sur ce plateau de Télé 50 et de pouvoir parler justement de la paix dans notre pays. Je n'aime pas parler de la guerre. J'aime parler de paix parce que je suis un constructeur de la paix. J'enseigne, c'est vrai, à l'université, les sciences de la communication, mais aussi les questions de défense et de sécurité, et de paix, sécurité et défense. Voilà. Et je suis vraiment, j'étais content lorsque vous m'avez appelé à venir, encore une fois, dire ce qui se passe dans notre pays par rapport à la paix. Justement. Tout à fait. Vous êtes expert en règlement des conflits. Vous, les conflits, vous les réglez. Comme vous l'avez dit vous-même, vous œuvrez pour la paix. Oui. Avant tout, pour toute chose, Dieu sait qu'on en a besoin ici en République démocratique du Congo. Alors, on aimerait avoir des précisions, parce qu'il se dit des choses. Chacun interprète un peu à sa manière. Vous savez, le peuple était en détresse et on semble avoir
une solution en vue. En ce moment, on était prêt à pactiser même avec le diable s'il le fallait. Alors s'il y a une solution, peu importe la forme que ça prend, on a l'impression que l'opinion est en train d'applaudir. Mais nous, en tant que médias, en toute responsabilité, on aimerait recourir aux experts pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer, où nous sommes en train d'aller. La production a bien dit ce qui se passe avec les Wazalendo. Est-ce qu'on doit pérenniser cela? Est-ce qu'on doit encadrer ce qui est en train de se passer ou continuer d'avancer comme ça à l'aveuglette? Non, bien. Je voudrais d'abord donner un petit background de ce qui se passe actuellement, parce que ce n'est pas une situation sui generis, ça n'a pas commencé comme ça spontanément. Cette situation fait suite à l'agression que nous avons subie de la part justement de notre voisin et de nos pays voisins, parce qu'en général c'est eux qui font justement la belligérance dans les Grands Lacs. On est là depuis près de 25 ans, près de 30 ans, dans une situation de ni guerre ni paix, et où de temps en temps il y a des situations de guerre, mais d'une extrême violence, avec beaucoup de morts, beaucoup de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Et il faut donc savoir que c'est à partir de toute cette belligérance que sont nées, depuis la catastrophe qui est arrivée au Rwanda, n'est-ce pas, en 1994, eh bien, de leur génocide auquel nous n'avons pas participé, eh bien, les Grands Lacs ont été pris dans un tourbillon terrible. D'abord, tous ces réfugiés rwandais qui se sont déversés sur l'est de notre pays. Le gouvernement de ces temps là-bas n'a pas su gérer cette situation parce qu'on les a laissés à la frontière. Le Rwanda en a profité pour faire, disait-il, un droit de poursuite à travers la guerre de l'AFDEL, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Et puis après, cette guerre s'est transformée en guerre de libération de notre pays, mais avec l'aide des pays voisins qui, eux, avaient leur agenda et qui n'était pas l'agenda de celui qu'ils avaient poussé. Il faut donc donner ce background-là pour qu'on comprenne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et il y a eu après toutes ces rébellions suscitées par le Rwanda, le RCD qui s'est transformé en CNDP, le CNDP qui s'est transformé en M23-1 et puis maintenant en M23-2. Et tout cela sur fond d'accords qui ont été signés avec sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de l'Union africaine, sous l'égide des pays de la région, le pacte de Nairobi, la naissance de la CIRGL, la CPGL qui était concernée, puis l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous vous rappelez, donc en février 2013. Et puis la décision du président Kabila d'arrêter les négociations de Kampala en 2012, n'est-ce pas? Avec le fait que nous étions dans une situation de faiblesse, on signe un accord à Addis Abeba pour mettre toute la sous-région, pour que toute la sous-région soit concernée par ce qui se passe à l'est du Congo et qu'on trouve une solution pacifique. On a donné donc ce qu'on appelle des devoirs ou des engagements à la République démocratique du Congo et aux pays voisins. Voilà que, pour rentrer maintenant sur l'histoire récente, voilà que, encore une fois, au mois de juin 2021, le Rwanda nous envoie encore ses troupes sous forme d'une soi-disant rébellion, mais en réalité, on a fini par reconnaître que c'est l'armée rwandaise qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les experts des Nations Unies qui ont donné le rapport. Et de fil en aiguille, ils ont fini par prendre des territoires congolais, dont l'emblématique cité de Bunagana à la frontière. Depuis lors, le président de la République et le gouvernement de la République a décidé de jouer la carte de la paix, c'est-à-dire la carte de l'apaisement, en mettant à témoin, en faisant appel, après son entrée dans l'East African Community, en faisant appel à une force. On considère que l'agression est arrivée après l'adhésion. Oui, l'agression est arrivée juste après. Elle n'était que peut-être la conséquence, parce que sans doute vous pensez que c'est une conséquence? C'était calculé probablement, parce que le fait que nous entrions dans l'East African Community faisait que
eux ne pouvaient plus justifier une agression. Nous étions dans la même communauté, donc il fallait qu'ils fassent vite pour qu'ils ne soient pas pris dans le filet de cette adhésion par laquelle qui leur demandait d'être solidaires avec nous. Donc ils ont fait la belligérance en connaissance de cause. Erreur stratégique de notre part? Non, je ne dirais pas que c'est une erreur stratégique. On ne commet pas d'erreur stratégique en cherchant la paix, en cherchant d'abord à privilégier une démarche de paix, une démarche diplomatique. Ce n'est pas une erreur stratégique. On reconnaîtra après qu'il faut changer de méthode. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait venir une force de l'East African Community, l'EACRF qui est arrivé avec d'abord le contingent kenyan, nous pensions de bonne foi. Nous avions cru que le fait qu'on appartienne à la même communauté faisait que nous avions une certaine solidarité. Eh bien, c'est arrivé à un mauvais moment. Pourquoi? Parce que le pouvoir au Kenya a changé de main. Et ça, on n'en tient pas souvent compte dans les analyses. Nous avions comme partenaire Uhuru Kenyatta. Mais il n'était plus président du Kenya. C'est quelqu'un d'autre dont nous ne connaissons pas les liens exact avec ceux qui, en ce moment-là, nous agressaient. Ça fait que les troupes kenyanes, au lieu d'être une force offensive, par exemple, ces troupes sont devenues, ont commencé, la population l'a remarqué, tout le monde a remarqué qu'ils sont devenus amis avec les terroristes du M23 et donc l'armée rwandaise. Vous comprenez qu'en ce moment-là, nous sommes réveillés et nous avons compris que les choses ne marchaient pas parce que pendant le temps où nous venions de signer à Nairobi, justement, le cessez-le-feu, et puis quand on a signé l'accord de Luanda, où le processus de Luanda devait aider à éradiquer d'abord tous les groupes armés, à faire cantonner le M23, à le faire rentrer là d'où il était venu, c'est-à-dire dans les collines de Runyonyi. C'est vrai, ces collines-là se trouvent au Congo, mais on a dit on va les cantonner de ce côté là-bas, et donc il y a eu comme une sorte de glissement sémantique dans l'accord, c'est qu'à Bujumbura, on nous a fait accepter que lorsque la force se déploierait, la force de l'East African Community se déploierait, notre armée n'avait pas le droit de récupérer les terres congolaises qui avaient été, soi-disant, abandonnées par l'ennemi. Ça, c'était une absurdité. Un pays ne peut pas ne pas défendre sa terre. Une armée ne peut pas ne pas défendre sa terre. On ne peut pas interdire à une armée... Petite parenthèse, vu que vous êtes en train de le dire, on a vu des images, des bornes placées. On parle des frontières réqualifiées dans les zones récupérées par les contingents EAC burundais. Je ne parlerai pas de frontières réqualifiées. Bon, il y a eu cette aventure-là avec les Ougandais qui sont venus remettre les bornes. Ça c'est leur manière. Ils n'ont pas fait ça seulement que de ce côté-là de Massissi ou de Rutshuru. Non, ils l'ont déjà fait du côté de Aru, etc. Donc, ce n'est pas la première fois que l'Ouganda fait de telles velléités. Nous savons ce qu'ils veulent. Ceux qui sont venus, soi-disant, nous aider, se sont avérés être des complices de ceux qui agressaient le pays. Et c'est comme ça que naît comme une sorte de sursaut patriotique. Pendant le temps où le président de la République était en train d'essayer de réformer son armée comme commandant suprême, vous vous rappelez toute l'action du ministre de la Défense d'avant, lorsque on a signé, le chef de l'État promulguait la loi sur la programmation militaire. Et cette loi qui donnait des moyens suffisants et aussi une bonne stratégie pour que l'armée soit gérée de façon moderne et qu'elle puisse monter en puissance. Un budget d'1 milliard de dollars lui fut accordé, n'est-ce pas? Il a fait le document de politique nationale de défense. Dans ce document, on définit justement la manière dont cette armée pourrait être constituée. C'est de là qu'on parle d'ailleurs de la question de la réserve armée de la défense. On va en parler tout de suite. C'est là que vient justement l'idée que toute la nation puisse se mobiliser, qu'on puisse commencer d'ailleurs à faire le service militaire obligatoire pour le pays. Eh bien, la modernisation de l'armée, l'industrie de la défense, etc., le retour de la discipline dans l'armée. Et le chef de l'État a lancé un message de recrutement. Il a recruté massivement des jeunes. Nous avons participé à cette campagne, vous vous rappelez? Central d'ailleurs, oui. Oui, oui. Et il y a eu près de 40 000 jeunes Congolais qui se sont engagés, qui sont allés en formation. Pendant ce temps-là,
qu'est-ce qu'il fallait faire? Pendant ce temps où nous étions en train de former notre armée, il a même changé le commandement de l'armée. Il a remis le Nord Kivu et l'Ituri étaient déjà en état de siège en ce moment-là. Parce qu'avant, il s'agissait de faire une action coup de poing pour pouvoir mettre fin à l'insécurité qui régnait là-bas. Parce qu'il y avait des zones qui étaient devenues pratiquement, qui échappaient à l'autorité de l'État. Et donc, la combinaison de ces deux, avec la diplomatie qui était menée au niveau sous-régional, devait faire que nous arrivions à la paix. Hélas, qu'est-ce qui s'est passé? Les agresseurs ont continué à gagner du terrain malgré la présence des troupes de l'East African Community. Le chef de l'État a eu une sainte colère à Bujumbura lors d'une réunion. Il a pris à partie. Le chef de oui, il a même demandé et obtenu le départ de ce commandant. Mais le Kenya s'est juste contenté de changer cet homme là-bas. Alors la stratégie de la République démocratique du Congo a consisté d'abord, à continuer à marteler, à dire au monde entier que nous étions agressés. Nous avons été aidés par cela, par le rapport des experts des Nations Unies, qui ont reconnu que l'armée rwandaise était effectivement derrière le M23. On ne peut donc plus parler de rébellion. Dès le moment où vous avez une agression avérée, je ne comprends pas pourquoi des journalistes congolais continuent à parler des rebelles du M23. Il n'y a pas de rebelles. Il n'y a pas de rebelles. Ce n'est pas une rébellion. Ce n'est pas des Congolais qui se révoltent contre leur pays. Pour faire quoi d'abord? Ils disent que nous revendiquons de rentrer dans les FARDC. Mais vous tuez d'abord les FARDC, vous tuez la population avant d'entrer. C'est absurde. Donc, les raisons qu'ils avancent ne tiennent pas. Puis alors, leurs sponsors, eux, ils ont un autre discours. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les quelques pays occidentaux qui soutiennent le Rwanda, et qui le soutiennent, pourquoi? Parce que le Rwanda s'est montré un bon élève. Les Européens, les Américains ne veulent plus envoyer leurs enfants venir se faire tuer sur les terres nègres de l'Afrique, n'est-ce pas? Alors dans les missions de maintien de la paix, ils préfèrent recruter des pays africains. Et le Rwanda a vite sauté, Kigali a vite sauté sur l'occasion. Ils ont envoyé leurs hommes en Centrafrique, ils ont envoyé leurs hommes en Somalie, ils ont envoyé leurs hommes au Mozambique pour protéger les intérêts de Total, l'entreprise française qui était attaquée en ce moment-là par les djihadistes. Vous saisissez que dès le moment où le Rwanda devient un partenaire, l'Union européenne lui accorde 20 millions d'euros d'aide militaire, les États-Unis les armes, etc., le Rwanda devient intouchable. Et alors vous avez des discours ambigus du genre, allez, bon écoutez, nous reconnaissons que le Rwanda a agressé le Congo, mais quand même, les FARDC doivent cesser tout soutien au FDLR. Tout le monde sait très bien que personne n'a jamais montré un seul officier. Nous avons demandé cela, qu'on nous montre un seul officier pour que nous puissions le sanctionner, un seul officier congolais qui a collaboré avec le FDLR, avec des faits précis. Tel jour, ils ont livré tel nombre d'armes, ils n'ont donné aucun fait. L'FDLR, c'est quoi aujourd'hui d'ailleurs? C'est un truc qui n'existe plus. Nous avons fait des opérations communes avec le Rwanda, n'est-ce pas? L'opération Umoja Wetu. Nous avons fait l'opération Sukola 1, Sukola 2, c'était contre qui? Contre l'FDLR. C'est pour les éradiquer. Beaucoup de groupes armés ont commencé comment? Ces groupes armés locaux dont on parle, ils ont commencé pour protéger leur population contre les FDLR. Comment nous, qui sommes en train de nous battre contre ces FDLR, comment nous pouvons encore devenir leurs alliés? C'est absurde. Est-ce que vous avez déjà entendu que les FDLR ont tué des gens au Rwanda, etc. Ils viennent tuer les gens et violer ici. Donc vous comprenez que s'il y a des gens qui aimeraient que ces gens partent, il y a même des mécanismes qu'on a mis en place. Au niveau du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba avec les Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le groupe de contact et de coordination avec une cellule opérationnelle pour trouver les moyens non militaires d'inciter ces groupes armés étrangers, FDLR, FNL du Burundi, les inciter à rentrer chez eux sans devoir leur faire la guerre. Et il y a déjà eu des résultats. Donc s'il reste quelques FDLR, ils ne peuvent pas être plus de 200 ou 300 éparpillés ici et là. Et puis en plus, s'il y en a qui sont encore originaux, ils ont quel âge? Depuis s'ils étaient venus au Congo à l'âge de 30 ans,
Ce sont donc des vieux de 60 ans et plus. Ce ne sont pas ces gens-là-bas qui vont faire la guerre. Pas une menace sérieuse. Ce n'est pas une menace pour le Rwanda. Et donc, tous ces prétextes. Alors, ils ajoutent d'autres prétextes du genre, oh voilà, il y a une montée de sentiments xénophobes au Congo, et les mêmes, nos frères Tutsis qui sont au Congo, vont à la télévision et disent, vous avez entendu le ministre d'État Guissaro, qui est allé dire, mais écoutez, nous n'avons pas besoin d'un pays étranger pour nous défendre. Nous sommes chez nous depuis l'accord de Sun City, etc. Nous n'avons pas à revendiquer quoi que ce soit parce que nous l'avons déjà obtenu. Ils disent, nous inscrivons en faux contre ces prétextes du Rwanda. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe avec les Wazalendo, comme on dit, il faut donc les distinguer. Ce qu'on appelle les Wazalendo, ce sont des jeunes patriotes congolais. Muzalendo signifie justement patriote. C'est la terminologie swahili. Parce que là, il y a vraiment, comme je le disais à l'entame, c'est vrai, on applaudit. La RDC est humiliée par cette agression de son voisin rwandais. Oui. Mais après, est-ce que le fait que des éléments patriotes, certes, mais incontrôlés, parce que les FARDC nie toute implication dans les combats actuels, les FARDC continuent de respecter les cessez-le-feu, tels que signés notamment dans les accords avec les pays de la sous-région, mais est-ce que le fait de laisser ces éléments, je répète, incontrôlés, progresser, ne nous met pas dans un autre piège, dans une autre situation où il arrivera un moment où eux aussi revendiquent quelque chose avant de rendre ces terres-là à l'État? Ça, c'est dans l'ordre de ce qu'on appelle la conjecture. C'est-à-dire qu'on est en train de supposer une chose. Mais là, ce qui se passe sur le terrain a une signification. La signification est celle-ci. C'est qu'au moment où nous étions dans ces accords, où nous respections notre engagement de faire le cessez-le-feu, nous nous sommes rendus compte que l'ennemi avançait et et menaçait même d'aller vers le sud Kivu, parce qu'ils ont commencé d'abord par envoyer de l'argent et des armes à cette autre nébuleuse de rebelles pro-Kigali qui sont à Minembwe et dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, qu'on appelle les Turguanero, les Gumino, les trucs androïdes, je ne sais pas quoi, avec des renégats, des soldats renégats, des officiers renégats, qui ont quitté les FARDC pour aller se battre là dans les montagnes. Eh bien, le M23 a continué la belligérance. Malgré les cessez-le-feu. Malgré les cessez-le-feu. Est-ce que les gens du pays, nous avons une tradition chez nous, une tradition de défense de la patrie. Et nous n'avons pas besoin que l'État nous donne la permission. Quand on a commencé les Maï-Maï, on n'a pas demandé la permission à Kabila ni à qui que ce soit. Nous avons fait la résistance. Nous avons résisté contre l'invasion du Rwanda. Nous l'avons toujours fait depuis des siècles et des siècles. Et chez nous, il y a toute une histoire avec le Rwanda. 3 siècles chez les Bashi. Hein? Pendant 3 siècles, nous avons dû nous battre contre les velléités du Rwanda de prendre nos terres. Et chaque jeune Mouchi, c'est ma tribu, chaque jeune Mouchi est un soldat à l'âge de 8 ans. Et c'est mon grand-père qui a tué le dernier roi conquérant du Rwanda, le Kigeli IV, qu'on appelait roi Bugiri, sur le lac Kivu là-bas, avec une flèche bien placée. Et il a même occupé, droit de poursuite, il a occupé une partie du Rwanda. C'est le contraire, ils disent que c'est nous qui avons occupé leur terre. Non, nous avons occupé à un moment donné. Et la frontière n'existait pas. Ruzizi n'était pas la frontière. Les terres congolaises allaient jusqu'à Boutare, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un qui connaît cette histoire là-bas de notre résistance, lorsqu'ils nous ont encore envahis, nous avons résisté. Rappelez-vous, lorsque le fameux Mutebussi et Kundabatouare sont allés à Bukavu, le général Mbouza Mabé qui était là-bas a mobilisé tout le monde. Et les gens se sont mobilisés. Et c'est avec l'armée et la population et nos combattants locaux que nous avons chassé ces types là-bas de la ville. Donc, la résistance, nous connaissons. Tous ces groupes qui sont là-bas, on ne peut pas les appeler des forces négatives. On ne peut pas empêcher un peuple de défendre sa patrie. Et donc, le fait qu'ils étaient en train de faire le coup de feu aux côtés des FARDC a fait que, justement, les M23 et RDF n'ont plus avancé. Aujourd'hui, maintenant, peut-être qu'ils se sont mieux organisés, je le suppose, parce qu'ils sont en train d'aller de victoire en victoire, mais je vais dire ceci.
C'est vrai que ce n'est pas ça la situation que nous espérons. J'ai entendu le chef d'état-major général de l'armée dire « Notre armée est en train de se structurer. » Et que donc, que celui qui est en train de faire des menaces, il répondait, je crois, à un général en fuite là, qui a fait des déclarations tapageuses. Et il disait, nous allons défendre notre patrie. Et c'est notre droit, c'est l'article 63 de la Constitution. Nous avons le droit de défendre notre patrie. C'est à partir de cet article-là que l'ancien ministre de la Défense a fait cette loi sur la réserve armée de la Défense, qui a été défendue au Parlement et au Sénat, que le chef de l'État a promulguée. Et cette loi part de quel principe? Elle dit, ce sont des militaires de carrière retraités, des démobilisés du service militaire obligatoire, des démobilisés des services militaires contractuels, des volontaires civils ayant suivi une formation et un encadrement militaire ad hoc. Donc pour le moment, ceux qui se battent là-bas ne sont pas encore des réservistes de l'armée parce que la structure pour créer la réserve armée de l'armée, la réserve armée de la défense, comme dans tous les autres pays, comme en Israël, vous avez vu la mobilisation qui est en train de se faire avec la guerre. C'est tout le monde qui est mobilisé. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait dans tous les pays du monde. Donc demain, nous ne serions pas étonnés que maintenant les FARDC entrent en jeu parce que on ne peut pas dire que nous allons obéir à des accords, par exemple, qui mettent en danger notre population. Chaque fois que notre population est massacrée, ils ont massacré des gens à Kishiché, près de 300 personnes. Ils ont encore massacré des gens à Rutshuru dernièrement, vous vous rappelez? Ils sont donc en train d'aller... On parle bien de l'armée rwandaise, carrément. L'armée rwandaise, oui. De massacre en massacre. Est-ce que notre armée restera à jamais liée à l'accord, liée à un accord comme celui-là? Mais en temps, il y a aussi le Dans mon entendement, je ne suis pas va-t-en-guerre, dans mon entendement, j'ai dit un pays qui est agressé, c'est ça qu'on appelle la loi de la self-défense, vous devez vous défendre. Un pays qui est agressé doit le faire. Mais nous ferons comme eux, ils sont en train de faire. Leur méthode, c'est fight and talk, talk and fight. Ils se battent, ils se battent et puis ils viennent aux négociations. Ils viennent négocier, mais pendant ce temps, ils sont en train de faire la guerre. Pourquoi la République démocratique du Congo n'aurait pas le droit de faire la même chose? Si nous devons défendre notre patrie, eh bien, nous n'avons besoin de la permission de personne. J'aimerais avoir votre réaction aussi par rapport à l'EAC qui dit, qui a déploré notamment l'attaque d'un de ses convois tout récemment, que voilà, il y a de la confusion dans les revendications de Wazalendo, qu'il y a des dérives et tout cela. Bon, c'est vrai qu'au moment où ça a commencé, au moment où il y a eu une confusion sur la terminologie. Vous savez, à un moment donné, il y a eu un politicien congolais qui, malheureusement, fait une mauvaise communication au moment où la loi était en train d'être discutée. N'est-ce pas? En ce moment-là, la loi réserve à mettre d'argent. Il a appelé tous les Wazalendo réservistes. Mais non, ce n'était pas vrai, parce que pour être réserviste, il ne faut pas avoir une casquette de groupe armé. Hein? Dès que ces gens-là seront démobilisés, c'est pour ça que le programme PDDRCS, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, est un programme très important. Ils ont fait beaucoup d'avancées ces derniers temps. Ils ont structuré, fait tout leur plan opérationnel. Ils sont là. Mais c'est vrai, faute de financement adéquat, eh bien, les résultats ne sont pas visibles. Pourtant, c'est ça qui aurait aidé. Tous ces gens seraient démobilisés, ils rentreraient dans leur communauté, en train de travailler dans leur champ. Et lorsque on voudrait constituer la réserve armée de la défense, cela serait aussi recruté. Et ils feraient, parce qu'ils connaissent déjà le métier des armes, ils feraient peut-être les premières recrues de choix. Mais donc pour le moment, ce qui se passe sur terrain est une situation, j'allais dire, exceptionnelle. Et comme c'est une situation exceptionnelle, la République démocratique du Congo va devoir utiliser tous les moyens diplomatiques, militaires, et s'adapter. Aujourd'hui, d'ailleurs, on était en train de discuter aux Nations Unies sur, justement, la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comment faire en sorte que tous les autres pays qui nous entourent respectent les engagements qu'ils ont pris envers le Congo? Pourquoi il n'y a que le Congo à qui on a demandé de faire la démocratie et les autres ont le droit de tripoter leur constitution pour se maintenir au pouvoir? Ils mettent l'opposition... Autant de mandats, oui, autant de mandats. Et puis, nous sommes à notre 3e cycle
notre troisième cycle d'élection, avec en sus une alternance pacifique du pouvoir. Pourquoi nous, c'est à nous qu'on envoie chaque fois des missions d'observation qui viennent, autres en observent. oui, qui viennent se mettre en donneur de leçons pour nous. Non, nous sommes bien contents d'être aidés par eux, mais nous sommes obligés aussi de temps en temps de dire non. Sous son corda, élevons nos cœurs. Les Congolais ne doivent pas être la victime. Et j'aime le discours que tient actuellement le président de la République, ce discours volontariste, où il dit « Nous aurons les élections, quoi qu'il advienne, mais nous récupérerons nos terres, quoi qu'il advienne ». Ça signifie quoi? On dit à ceux qui gèrent justement le processus de Luanda et de Nairobi, la République démocratique du Congo a été agressée. Pourquoi vous ne condamnez pas l'agresseur? Pourquoi vous continuez à le caresser dans le sens du poil? La République démocratique du Congo a le droit de se défendre. Elle a donc le droit de s'armer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Notre armée est en train de monter en puissance. Je pense que demain, c'est ce que nous, il y a un ami qui avait fait son mémoire sur ce qu'on appelle la théologie de la guerre juste. C'est-à-dire que lorsque vous défendez votre patrie, Dieu est derrière vous, Dieu est devant vous. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Et donc aujourd'hui encore, je pense que notre pays ne va pas continuer à être la victime, mais notre pays va devoir se défendre. Mais pendant ce temps, nous allons travailler ensemble avec la communauté justement régionale et sous-régionale, avec les Nations Unies, à faire comprendre à tous nos autres voisins que nous n'avons jamais agressé aucun pays et que nous méritons aujourd'hui d'organiser nos élections dans la sérénité. Merci, voilà le message. Merci beaucoup. Professeur, monsieur l'abbé Bahala, je rappelle que vous êtes expert en règlement des conflits. Avec vous, on a en tout cas fait le tour de cette question. D'abord, quel chemin emprunter pour avoir la paix aussi, comment encadrer cette situation de voisin. Vous dites que c'est une obligation de se défendre. Quand on est attaqué, c'est instinctif, c'est normal qu'il faut trouver un moyen de se défendre. Et on ne devrait pas être surpris de voir les FARDC entrer en jeu très prochainement parce que ce sont les populations civiles qui sont attaquées, martyrisées, violées, tout ce que on peut... Et on va devoir gérer cette situation et l'encadrer. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième dossier du soir avec un politique communicateur du parti CNC, M. Denis Njoko. De retour sur ce plateau avec M. Denis Njoko, que j'ai annoncé tout à l'heure en tant que communicateur du parti de Pius Mwabilou, le Congrès national congolais. Avec lui, on va parler de la préparation des élections de décembre 2023, que ce soit au niveau des législatives ou même à la présidentielle. C'est un parti qui pèse au sein de l'Union sacrée et on l'a remarqué notamment avec l'élévation d'un des leurs au niveau de secrétaire permanent adjoint de cette grande plateforme politique électorale. Bonsoir et bienvenue, M. Denis Njoko. Bonsoir Chris, merci. Très heureux de vous recevoir après votre, on va dire, promotion ou élévation à ce rang de communicateur du parti. C'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité aussi, une tâche colossale que nous devons assumer avec beaucoup de patriotisme parce qu'on porte les combats de ce pays, on les porte parce qu'on a été dans l'école de Pius Mwabilou Mukala, qui nous a inculqué le patriotisme et qui nous a toujours demandé de pouvoir être offrant, chacun dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a comme responsabilité, afin que le pays rayonne autrement comme on le veut. Comme je l'ai dit, en décembre, il y a un grand rendez-vous et vous êtes en train de vous préparer. Et on aimerait savoir comment pour apporter la victoire dans votre camp, c'est-à-dire le camp de Félix Tshisekedi, sans tomber dans la propagande. Vous ne battez pas campagne, vous nous donnez juste les grandes lignes de votre action, comment vous vous comportez de votre côté pour faire pencher la balance en sa faveur. Je pense qu'avant d'amorcer cette question dans le fond, je rappelle les combats politiques menés par Pius Mwabilou depuis bien longtemps. Et ceci, je l'ai circonscrit lors de l'éclosion de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, nous sommes le plus heureux aujourd'hui dans l'Union sacrée de la nation parce que
Pius Mabelou, qui a précédé même l'Union sacrée, parce que je le rappelle, lorsque Félix Tshisekedi a été aux commandes de ce pays en 2018. Pius Mabelou a été, entre guillemets, le premier à trahir le FCC. Non. J'ai dit entre guillemets. Je pense que on doit rappeler les choses telles qu'elles ont été colportées par, entre guillemets, les ennemis de ce pays. Parce que lorsqu'on est appelé à servir le pays, lorsqu'on est appelé à porter les charges publiques, on se doit de se départir de sa casquette politicienne. Pius Mabelou, bien sûr, on peut aujourd'hui lui coller tous les qualificatifs possibles pour dénaturer son combat, pour gruger son combat politique, mais il reste l'homme le plus cohérent qui soit, l'homme le plus intègre dans son combat politique, parce que lorsqu'il avait pris l'option de pouvoir accompagner Félix Tshisekedi, je le rappelle, avec sa présence au Palais du Peuple lors de prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle, ce qui avait fait controverse, je vous rappelle, c'était avant, bien sûr, l'éclosion de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, c'est justement une réalité parlementaire. Mais bien avant ce rendez-vous-là, il y avait aussi Pius Mabelou qui avait battu campagne pour le candidat FCC. Il était ministre sous le quota FCC dans le gouvernement FCC Cash, n'est-ce pas? Pius Mabelou est ministre de l'urbanisme à Habitat sur les quotas du FCC. Une fois aux affaires de l'État, il porte la casquette d'un homme d'État. Il n'est plus... On enlève FCC. Justement, et c'est pourquoi il est resté cohérent avec cette démarche. On ne peut pas être à la fois aux affaires de l'État et servir des intérêts essentiellement partisans. Parce qu'à l'époque, on leur demandait de pouvoir obstruer l'action de Félix Tshisekedi. Je pense que c'était clair, tout le monde le savait. Et lorsqu'il a pris l'option de pouvoir, c'était les jours, il a pris l'option d'accompagner Félix Tshisekedi, c'était dans le sens d'exprimer son engagement républicain envers ses charges propres qui lui sont reconnues par... Il a enlevé le FCC pour rester un homme d'État, puis, quelques mois plus tard, il a porté l'Union sacrée. Je rappelais que Pius Mabelou, lorsqu'il a accompagné Félix Tshisekedi, c'était avant même l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée est une réalité essentiellement parlementaire. Lorsque Félix Tshisekedi avait pris l'option de pouvoir transformer la majorité parlementaire, après les joutes verbales et tout ce qu'on a connu comme cacophonie au niveau des institutions, avec les comportements qui étaient anti-républicains de certains animateurs de grandes institutions de ces pays, en l'occurrence l'Assemblée nationale, le Sénat à l'époque. Et la décision de Félix Tshisekedi était de pouvoir amener ce pays dans une perspective commune, avec une vision qui pourra amener tout le monde vers un destin commun. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de compatriotes congolais qui étaient autrefois de l'autre côté du FCC, qui nous ont rejoints et qui nous accompagnent dans cette démarche pour pouvoir amener Félix Tshisekedi à ce qu'on veut que ces pays deviennent demain et après-demain. Alors, on va parler de ce poids maintenant que vous avez au sein de l'Union sacrée, parce que là, on a un peu revisité l'histoire, certes, ce qui est arrivé est déjà arrivé, mais après, il faut assurer la suite. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes un peu trop gâté au niveau de l'Union sacrée au moment de la redistribution des postes ou tout le reste. D'abord, on a Pius Mabelou comme un ministre qui n'a pas bougé en 5 ans. Après, il y a les entreprises publiques aussi. Est-ce que ça ne fait pas un peu de trop par rapport peut-être à votre poids au niveau de l'Assemblée nationale? Christopher Ochukoum, je dois rappeler que Pius Mabelou, c'est un homme d'État. C'est un ministre de son État. Il a dans son chef cette vocation à pouvoir servir le pays. Et si vous parlez d'être gâté, moi je pense que c'est ce qui est colporté par ceux qui pensent que Pius joue le jeu d'un camp politique. Non. Il a trouvé, il a été ministre de l'urbanisme habitat et aujourd'hui, au bout de 5 ans, il a un bilan excessivement positif. Parce qu'on peut le rappeler ici, il est arrivé au ministère de l'urbanisme habitat, il a trouvé une sorte d'anomie et une sorte d'anarchie dans le secteur. Je rappelle que lorsqu'on gère, on gère avec des principes. On gère lorsqu'on est fidèle aux lois du pays. Mais le secteur de l'urbanisme habitat était dans une sorte d'une prise en otage institutionnelle à travers cette politique, ce système
des spoliations de biens de l'État. Parce que puisque vous en parlez, sûr, justement. vous allez certainement donner la justification. Comment ça a retenti aux oreilles de la population? C'est que Pius Mobile a plutôt été un ministre polémique, c'est-à-dire des règlements des comptes, arracher la maison de tel ou tel autre pour faire plaisir à Félix Tshisekedi, peut-être, ou membres de sa famille, échanger un peu. Hein. On prend ce qui était utilisé peut-être illégalement par Kabila et donner ça aussi illégalement à Tshisekedi, ainsi de suite. Là, je rapporte un peu vos ennemis, entre guillemets. Comme vous l'avez dit, bien sûr, les valeurs, quelle qu'en soit l'interprétation. Est-ce qu'il y a eu des textes, des réformes vraiment de Pius Mobile en 5 ans? Mais justement, d'ailleurs, si je reviens sur la question épineuse de l'extorsion de biens de l'État par les forts, entre guillemets, Pius Mobile restitue à l'État son patrimoine. Je vous rappelle que Gombe... À l'État ou bien ça change juste des forts? Non. Il y avait les forts d'hier et les forts d'aujourd'hui. On prend au fort d'hier, on donne au fort d'aujourd'hui. La commune de Gombe n'a jamais été une propriété privée des individus. Lorsque les colons sont partis, on a hérité de ces patrimoines et il devrait être utilisé à bon escient selon les lois de la République. Mais malheureusement, il y a eu une sorte de campagne d'extorsion de ces biens de l'État à travers le clientélisme, à travers un système de ceux qui se croyaient autrefois plus forts dans ce pays. Et Pius Mobile, lorsqu'il arrive, il a arrêté l'hémorragie. Il a dit « je restitue à l'État ce qui lui est des droits ». Et c'est pourquoi, dans ces démarches, tous ceux qui sont frustrés par cette démarche sont dans une campagne de diabolisation, une campagne de sabotage de cette action salutaire pour la RDC. Mis à part cette démarche, son bilan dans le secteur de l'urbanisme a porté des fruits. Aujourd'hui, nous avons le GUPEC. Le GUPEC, c'est un service qui était autrefois, qui délivrait autrefois le permis de construire dans une configuration peu orthodoxe. Aujourd'hui, on a fait de GUPEC, on a fait de ces services de l'État une entreprise publique avec tous les experts pouvant permettre à ce que la délivrance de ces documents, très très important pour la survie de l'État, parce qu'on ne doit pas oublier que les systèmes urbains, la survie du point de vue de l'habitat dépend exactement de la vision qu'on a portée dans le secteur, comment on doit organiser les politiques publiques dans ce secteur. Et GUPEC vient apporter la réponse à cette question. Ajouter à GUPEC les fonds, bien sûr, les fonds, on appelle ça FONAB, Fonds de l'habitat, qui sera dans la mobilisation de recettes pour construire des nouvelles cités. Je le rappelle, la cité qui est connue ici quand le cité Mobutu a été construite depuis l'époque coloniale. Quelle autre cité a été construite depuis que nous avons hérité l'indépendance? Et Pius Mobile, à travers FONAB, va porter cette politique. Il y aura une autre cité à l'image de Maman Mobutu. Qui va bien sûr accompagner cette politique, bien sûr. Donc nous sommes dans une sorte d'architecture. C'est ça, Fachi City. Non? Fachi City, c'est un projet. Lorsqu'on monte un projet, on monte un projet avec une perspective à long terme. Si les études de faisabilité n'ont pas permis à ce que Fachi City soit concrétisé dans le temps, je pense que nous devons prendre notre mal en patience. Et surtout, rappeler que FONAB, ACOPRIM, GUPEC permettront bien sûr à ce que toutes ces politiques publiques dans le secteur de l'habitat soient exécutées à bon escient et surtout dans la continuité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, Pius Mobile sera l'homme le plus heureux demain, parce qu'il aura permis au secteur de l'urbanisme et habitat de mettre les bases d'une politique efficiente et efficace pour ces secteurs. Alors, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Monsieur Denjoko. Peut-être un mot pour terminer par rapport à ce que l'on attend de vous de 2023. Est-ce que vous avez vraiment une force de mobilisation? Vous êtes un parti de bureau. Vous êtes implanté partout dans le pays ou vous êtes seulement à Limité? Le Congrès national congolais a plus de 10 ans d'existence. Et c'est un parti qui a fait ses preuves depuis les 3 cycles électoraux qu'on a connus dans ce pays. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Maître Méchac Mandefou, je dois le rappeler, qui vient d'être nommé comme secrétaire permanent adjoint de l'Union Sacrée Nation, qui est une plateforme électorale, une méga structure qui porte la candidature de Félix Tshisekedi. Et cette responsabilité qui lui est reconnue, au combat du CNC, au combat de Pius Mobile à travers Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, ACPG, notre regroupement, nous place dans une posture de jouer l'avant-plan. Ça va nous permettre de pouvoir accompagner
dans ces joutes électorales, Félix Tshisekedi, à tous les niveaux, parce que, je le rappelle, ACPG a placé ses compétiteurs à tous les niveaux, même aux élections municipales, dont je suis certainement candidat dans la commune de Kinshasa. C'est important que je le rappelle. Donc, la jeunesse est mise en évidence au sein du CNC et de l'Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand. Merci beaucoup, monsieur Denis Sonjoko. Je rappelle que vous êtes communicateur de ce parti de Pius Mobilou, le Congrès national congolais CNC. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était une première invitation. Je les signale, j'espère qu'on en aura d'autres avec des sujets plus approfondis de temps à autre. Pourquoi pas des débats pour assumer votre rôle de nouveau communicateur en ce temps décisif pour un parti politique. Merci beaucoup, Chris. Voilà, merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Je profite, comme on est en train de terminer, pour souhaiter un heureux anniversaire à notre consoeur Nathalie Yokomposo, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, mais aussi de la part de Arlette Boutella et Atina Boutella, souhaiter un heureux anniversaire au questeur de la CENI, M. AGH Matembo Toto, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Beaucoup de bénédictions et de grâces de la part de Télé 50. Voilà, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir dans quelques minutes. La grande édition du journal avec Gloria Mbouya à 19h, juste ici à Kinshasa.